Aladin ou la lampe merveilleuse, dans les mille et une nuits, par Antoine Galland. Au petit matin, Scheherazade promit à son mari de lui raconter la nuit suivante une autre histoire qui le divertirait tout autant que les autres. Et la nuit venue, après avoir été réveillée par sa sœur Dinarzade, voici le récit qu'elle lui fit. Sire, dans la capitale d'un royaume de la Chine, il y avait un tailleur fort pauvre nommé Mustapha. Sa femme et lui avaient un fils qui se nommait Aladin. Le jeune garçon était méchant, désobéissant, paresseux, et passait son temps dans la rue à jouer avec de petits vagabonds. Son père voulut pourtant lui apprendre son métier, il le prit avec lui dans sa boutique et commença à lui montrer comment manier l'aiguille. Mais ni la douceur, ni les punitions n'y firent. Aladin n'était pas intéressé par son travail, et dès que son père avait le dos tourné, il s'échappait et ne revenait plus de tout le jour. Mustapha renonça donc à le former. Il en eut beaucoup de chagrin, tomba malade et mourut au bout de quelques mois. La mère d'Aladin vendit alors la boutique, puis se mit à filer du coton pour survivre. Aladin, quant à lui, continuait à ne rien faire. Il eut bientôt 15 ans. Un jour, alors qu'il était dans la rue avec une bande de jeunes peu recommandables, il fut repéré par un étranger. C'était un magicien africain. Il pensait que cet Aladin était le garçon qu'il lui fallait pour l'aider à réaliser un projet important. Il avait donc pris des informations sur lui avant de l'aborder. « Mon enfant, ton père ne s'appelle-t-il pas Mustapha le tailleur ?»« Oui, monsieur, » répondit Aladin, « mais il y a longtemps qu'il est mort. »« Que dis-tu ? Quel malheur ! C'était mon frère, et je suis ton oncle. » Le magicien fit semblant de pleurer. Il tira 2 pièces d'or de sa poche. « Dis à ta mère que j'irai la voir demain. Donne-lui l'argent pour qu'elle achète de quoi dîner. » Aladin courut vite chez sa mère et lui raconta sa rencontre. Celle-ci, méfiante tout d'abord parce que son mari n'avait pas de frère, se laissa persuader à la vue de l'argent. Le magicien arriva le lendemain, les bras remplis de fruits et de gâteaux. Au cours du dîner, il dit qu'il achèterait à son neveu une boutique d'étoffes et de soieries afin qu'il devienne un riche marchand. Aladin fut enchanté de cette proposition. Quant à sa mère, elle finit par ne plus douter que le magicien était le frère de son mari. Le lendemain, le magicien acheta de beaux vêtements à Aladin et le mena dans les lieux les plus fréquentés de la ville, où se trouvaient les boutiques des riches marchands, emplies d'étoffes somptueuses et de toiles fines. Il lui fit voir aussi les mosquées les plus belles et les plus grandes, des palais magnifiques avec de très beaux jardins. Ils s'assirent pour manger des dattes, des gâteaux et plusieurs sortes de fruits que le magicien avait apportés avec lui, puis ils poursuivirent leur chemin. Mais peu à peu, tout en discutant, ils s'éloignaient de la ville. Aladin se sentait fatigué et commençait à s'inquiéter. « Mon oncle, où allons-nous ? Ne serait-il pas temps de rentrer ? » ?»« Non, non. Tu n'as encore rien vu. Je veux te montrer un jardin plus beau que tous ceux que tu viens de voir. » Aladin et le magicien marchèrent encore longtemps. Le soir tombait lorsqu'ils arrivèrent dans une étroite vallée entre 2 hautes montagnes. Le magicien alluma un feu, y jeta un parfum qu'il avait sur lui et prononça une formule magique. Il y eut une épaisse fumée, la terre trembla un peu et s'ouvrit à cet endroit. Aladin découvrit alors l'entrée d'une caverne bouchée par une lourde pierre. Il se mit à trembler et tenta de s'enfuir, mais le magicien le retint, le gifla si fortement qu'il tomba à terre. Aladin se mit à pleurer. « Écoute-moi,
dit le magicien. « Dans cette caverne, il y a un trésor, et si tu fais exactement ce que je vais te dire, il sera à toi. Sache qu'il m'est interdit de toucher cette pierre, ainsi que de mettre le pied dans la caverne. Alors, soulève-la toi et entre. » Aladin fit donc ce que le magicien lui demandait. « Descends les marches. Tu traverseras 3 grandes salles en enfilade. Chacune contient d'énormes vases remplis d'or et d'argent. Mais surtout, ne touche à rien, tu risquerais de mourir. Au bout de la 3e salle se trouve un jardin aux arbres chargés de fruits merveilleux. Avance jusqu'au fond. Un escalier te mènera à une terrasse. Là, tu verras dans une petite niche une lampe allumée. Prends-la, éteins-la et apporte-la moi. Au retour, si les fruits du jardin te font envie, tu pourras les cueillir. » En achevant ces paroles, le magicien africain tira un anneau qu'il avait au doigt et le mit à l'un des doigts d'Aladin en disant que cet anneau le protégerait contre tout ce qui pourrait lui arriver de mal. « Allez, mon enfant, vas-y, nous allons être riches pour toute notre vie. » Aladin sauta avec légèreté dans la caverne. Il trouva les 3 salles dont le magicien africain lui avait fait la description. Il ne s'y arrêta pas. Il traversa le jardin, monta sur la terrasse, prit la lampe allumée, l'éteignit, repassa par le jardin. Les arbres étaient tous chargés de fruits extraordinaires, de différentes couleurs et d'une grosseur incroyable. Mais quand il s'en approcha, il fut déçu de voir que ce qu'il croyait être de belles poires, des figues, des cerises, des fraises, des abricots, n'en étaient pas. « Ce ne sont que des boules de verre colorées, se dit-il. » Aladin, qui n'avait jamais vu de pierres précieuses, ne pouvait savoir que les fruits blancs étaient des perles, les luisants et transparents des diamants, les rouges des rubis, les verts des émeraudes, les bleus des turquoises, les violets des améthystes, les jaunes des topazes. Mais comme il trouva que les couleurs étaient belles, il en emplit quand même ses poches jusqu'à ras-bord. Dehors, le magicien s'impatientait. Il lui cria « Dépêche-toi! Que fais-tu » Aladin ne se pressa pas. Il arriva, enfin, devant la sortie de la caverne. « Mon oncle, donnez-moi la main pour m'aider à monter. »« Donne-moi la lampe à vent. Elle pourrait te gêner. »« Pardonnez-moi, mon oncle. Je vous la donnerai dès que je serai monté. » Aladin avait les poches si pleines qu'il avait peur de perdre les fruits qu'il avait ramassés. Alors le magicien entra dans une fureur épouvantable. « Puisque tu ne veux pas me donner cette lampe, personne ne l'aura. » Il jeta un peu de son parfum sur le feu qu'il avait eu soin d'entretenir, et à peine eut-il prononcé 2 paroles magiques que la pierre qui servait à boucher l'entrée de la caverne bascula. Aladin était prisonnier. Quand il se vit enterré tout vif, le jeune garçon appela 1000 fois son oncle, en criant qu'il allait lui donner la lampe, mais ce fut en vain. Il s'assit sur les marches, dans le noir, et se mit à pleurer. Il demeura 2 jours ainsi, sans manger ni boire. Le 3e jour, sentant sa mort proche, il joignit les mains et appela Dieu. Mais en faisant ce geste, il tourna sans y penser l'anneau que le magicien lui avait mis au doigt. Aussitôt apparut un énorme génie, au regard épouvantable. Il s'inclina devant Aladin. « Je suis le génie de l'anneau. Que veux-tu ? Je suis prêt à t'obéir comme ton esclave. » Aladin répondit sans hésiter. « Oh, qui que tu sois, fais-moi sortir de ce lieu si tu en as le pouvoir. » À peine eut-il prononcé ces paroles que la terre s'ouvrit et qu'il se trouva hors de la caverne, à l'endroit même où le magicien l'avait amené.
Aladin réussit à rentrer chez lui avec bien de la peine. Il embrassa sa mère en pleurs et lui dit qu'il mourait de faim. Mais elle n'avait plus d'argent et presque plus rien à manger. Il lui raconta son aventure, lui montra la petite lampe de cuivre ainsi que les boules de verre colorées qu'il avait ramassées dans le jardin et qui brillaient comme le soleil. Mais sa mère, pas plus que lui, n'en connaissait la valeur. Le lendemain, Aladin décida donc de vendre la lampe pour que sa mère puisse acheter des provisions. Celle-ci alla la chercher. « La voilà. Elle est bien sale, je vais la nettoyer. » À peine eut-elle commencé à frotter cette lampe avec de l'eau et un peu de sable fin, qu'aussitôt lui apparut un génie hideux et gigantesque. « Je suis le génie de la lampe. Que veux-tu ? Je suis prête à t'obéir comme ton esclave. » La mère s'évanouit de terreur. Aladin se saisit alors de la lampe. « J'ai faim, dit-il au génie. Apporte-moi de quoi manger. » Le génie revint chargé d'un grand plateau d'argent qu'il portait sur sa tête, sur lequel étaient disposés 12 plats emplis de nourriture délicieuse, 6 grands pains blancs comme neige, 2 tasses d'argent et une grande carafe de jus d'orange. Il posa le tout sur le sofa et disparut aussitôt. Lorsque sa mère revint à elle, elle demanda d'où venait cet excellent et abondant repas. Aladin lui expliqua que c'était l'œuvre d'un génie. Elle eut peur et pria son fils de se débarrasser de la lampe comme de l'anneau. « Crois-moi, il ne faut pas avoir affaire aux génies, ce sont des démons. » Aladin promit à sa mère de faire bon usage des pouvoirs de l'anneau et de la lampe. Au cours des années qui suivirent, Aladin devint très riche. Il vendait régulièrement les pierres précieuses qu'il avait amassées dans la caverne et dont il avait découvert la valeur. Il s'était établi comme marchand et ses affaires marchaient bien. Il possédait une belle maison, sa mère et lui ne manquaient désormais plus de rien. Un matin, alors qu'il se promenait dans un quartier de la ville, Aladin vit passer la princesse Badroulboudour, fille du sultan, qui allait au hammam accompagnée de ses suivantes. Il fut ébloui par sa beauté. La princesse était la plus belle jeune fille qu'on pût voir au monde. Elle avait de beaux cheveux bruns, de grands yeux vifs et brillants, un doux regard, des lèvres vermeilles. Lorsqu'Aladin rentra chez lui, il fit part à sa mère de son désir d'épouser la princesse. « Malheureux, c'est de la folie, aucun fils de tailleur ne peut épouser une princesse. » Mais comme Aladin dépérissait de tristesse, sa mère décida d'aller voir le sultan. Elle prit avec elle un vase empli de pierres multicolores que son fils lui avait donné. Arrivée au palais, elle raconta au sultan dans quelle occasion Aladin avait vu la princesse, sa fille, et lui fit part de l'amour violent qu'il éprouvait pour elle. Le sultan l'écouta, puis lui demanda ce qu'elle avait apporté. On ne saurait exprimer sa surprise et son étonnement lorsqu'il découvrit les pierres précieuses qu'il jugea d'un éclat, d'une taille et d'une beauté incroyables. Il se tourna vers son grand vizir. « Que dis-tu d'un tel présent? N'est-il pas digne de la princesse ma fille ?» Mais le vizir, qui voulait marier son fils à la princesse, lui conseilla d'exiger un plus haut prix pour s'assurer du sérieux d'Aladin. Le sultan approuva le conseil. « Vous direz à votre fils qu'il aura ma fille en mariage quand il m'aura envoyé 40 vases emplis d'or massif, portés par 80 serviteurs. » Ayant appris cela, Aladin prit la lampe et la frotta. Dans l'instant, le génie se présenta à lui. Aladin lui répéta la demande du sultan qui fut exécutée aussitôt.
Aladin fit donc conduire au palais les 80 esclaves, tous vêtus de soies et de pierreries, et chacun chargé d'un vase d'or massif. Dans la rue, le peuple accourait de toutes parts pour voir ce spectacle si magnifique et extraordinaire. Le sultan n'hésita plus. Le présent d'Aladin était plus que suffisant. Il lui accorda alors sa fille. Mais avant les noces, Aladin voulut encore faire bâtir un palais somptueux pour lui et son épouse. Il appela une fois de plus le génie. « Je te demande de me faire bâtir, en aussi peu de temps que tu pourras, un palais digne d'y recevoir la princesse Badroulboudour, et je voudrais qu'il soit face à celui de son père le sultan. » Ce qui fut accompli en une nuit. Le génie de la lampe avait réalisé des merveilles. Enfin, les noces eurent lieu. Les festivités furent spectaculaires. Un superbe festin fut servi dans un salon richement décoré et éclairé d'une infinité de bougies. À minuit, selon la coutume de la Chine, Aladin invita la princesse à danser au son d'un chœur de voix et d'instruments des plus harmonieux. Ce soir-là, Aladin gagna tous les cœurs. Par la suite, il s'attira peu à peu toute l'affection du peuple par sa gentillesse et sa générosité. À chacune de ses sorties en ville, il jetait dans les rues des pièces d'or par poignée, et la foule l'acclamait. Aladin et la princesse Badroulboudour menèrent pendant quelques années, une vie heureuse. Mais un jour, le magicien africain, qui était retourné en Afrique, apprit en se livrant à des pratiques magiques qu'Aladin était vivant, riche et heureux. Furieux, il décida de se rendre en Chine, dans la capitale du sultan. Là, il découvrit effectivement qu'Aladin vivait dans un palais somptueux. « Il a découvert le secret de la lampe », pensa-t-il. « Il faut absolument que je la récupère. » Ayant appris que le jeune homme était parti à la chasse pour quelques jours, il acheta une douzaine de lampes de cuivre toutes neuves, les mit dans un panier et se promena à travers la ville en criant « Qui veut changer de vieilles lampes pour des neuves ?» Les passants s'attroupaient, curieux, ils riaient de ce qu'ils prenaient pour de la bêtise. « Il faut, disait-il, que cet homme ait perdu l'esprit pour offrir de changer des lampes neuves contre des vieilles. » Voici que le magicien arriva devant le palais. La princesse Badroulboudour, qui était dans le salon, entendit qu'il y avait une certaine agitation dans la rue. Elle demanda à l'une de ses servantes d'aller voir ce qui se passait. Celle-ci revint en disant « C'est un pauvre fou qui donne des lampes neuves contre des vieilles. » Une autre servante dit soudain « C'est vrai ça ? Eh bien j'y pense à propos de vieilles lampes. Je ne sais si vous savez, princesse, il y en a une sur l'étagère. Celui à qui elle appartient sera très content d'en trouver une neuve au lieu de cette vieille. Si vous le voulez bien, nous allons voir si l'homme est véritablement assez fou pour donner une lampe neuve en échange d'une vieille et sans rien demander en retour. » La lampe dont elle parlait était bien évidemment la lampe merveilleuse, et Aladin l'avait mise lui-même sur l'étagère avant d'aller à la chasse, par crainte de la perdre. La princesse trouva la plaisanterie amusante et accepta l'échange. C'est ainsi que le magicien récupéra la fameuse lampe. Il la frotta et le génie lui apparut dans un nuage de fumée. « Je te demande de transporter au plus vite la princesse et tout son palais chez moi en Afrique. » Comme on s'en doute, le génie réalisa cet ordre en un éclair.
Quelle ne fut pas la surprise du sultan, le père de la princesse, lorsqu'il vit, au matin, une grande place vide à la place du merveilleux palais d'Aladin. Lorsqu'il se fut assuré qu'il ne rêvait pas, il ordonna à ses cavaliers de retrouver le jeune homme et de lui couper la tête. 30 hommes partirent aussitôt et l'arrêtèrent alors qu'il revenait de la chasse, puis le conduisirent enchaîné dans la ville. La foule, qu'il aimait beaucoup, s'attroupa et, prête à le défendre, le suivit jusqu'au palais du sultan armé de sabres et de pierres. Le sultan et son vizir l'attendaient. Sans même lui poser de questions, ils le mirent entre les mains du bourreau, qui saisit son grand sabre et s'apprêta à lui trancher la tête. Mais au même moment, le peuple fit une telle émeute autour du palais pour sauver Aladin que le sultan, effrayé, le libéra des mains du bourreau. « Sire, dit Aladin, je supplie votre majesté de me dire quel est mon crime. »« Quel est ton crime, perfide ? Ne le sais-tu pas ? Mets-toi donc à la fenêtre et dis-moi où est ton palais et où se trouve ma fille. » Aladin constata que le palais n'était plus à sa place. Il déclara au sultan qu'il n'y était pour rien et lui demanda un délai de 40 jours pour retrouver la princesse. Que fit alors notre héros ? Il sortit de la ville et pensa appeler le génie de l'anneau. Celui-ci apparut aussitôt. « Génie, sauve-moi une seconde fois. Dis-moi où est mon palais et fais qu'il revienne ici. »« Je ne peux réaliser ce que tu me demandes. Je ne suis esclave que de l'anneau. Adresse-toi à l'esclave de la lampe. »« Bon, eh bien, je demande par la puissance de l'anneau de me transporter dans le lieu où est mon palais et de me déposer sous les fenêtres de la princesse Badroulboudour. » En un instant, il se retrouva donc en Afrique, sous les fenêtres de sa bien-aimée. Une des servantes, en regardant au travers d'une jalousie, aperçut alors Aladin. Elle prévint la princesse qui le fit entrer secrètement dans sa chambre. La joie des retrouvailles fut grande. La princesse lui raconta comment, imprudemment, elle avait cédé la lampe au magicien. Tous deux mirent au point un plan pour la reprendre. Aladin alla chercher dans une boutique une poudre magique. Il l'apporta à la princesse, qui annonça au magicien qu'elle acceptait de le recevoir le soir même dans ses appartements. Elle mit donc sa plus belle robe, et lorsqu'il arriva, elle lui offrit un sorbet exquis dans lequel elle avait versé la fameuse poudre. Le magicien s'écroula presque aussitôt dans le sofa. Aladin sortit de sa cachette et n'eut plus qu'à prendre la lampe dans la poche de la veste du magicien. Aladin appela alors le génie. « Génie, comme je suis heureux de te revoir. Cette fois, je t'ai appelé pour te demander de transporter ce palais en Chine, à l'endroit même où il se trouvait. Mais laisse le magicien ici, nous ne voulons plus jamais le revoir. » Le lendemain, quand le sultan ouvrit les yeux, il vit que le merveilleux palais était revenu à sa place. Il s'y rendit aussitôt et embrassa sa fille et son gendre. Il fit proclamer une fête de 10 jours en l'honneur du retour de la princesse Badroulboudour et d'Aladin. Le sultan Schahriar dit à Scheherazade qu'il avait beaucoup aimé l'histoire de la lampe merveilleuse et qu'il appréciait les contes qu'elle lui faisait chaque nuit. Il lui demanda de lui en raconter un autre le lendemain, remettant une fois de plus à plus tard l'exécution du serment qu'il avait fait de ne garder une femme qu'une nuit et de la faire mourir à l'aube.